FM. Bonjour. Vous, l'homme de culture que vous êtes, vous écoutiez Idriss Aberkane. Avec plaisir, parce que vraiment d'abord, je trouve formidable que sur cette radio, vous puissiez accueillir Idriss, qui a écrit un livre formidable et qui intervient aujourd'hui à Tunis. Donc voilà, c'est un bonheur de vous écouter et aussi de répondre à vos questions. Et par rapport à ce que vous écoutez, vous qui connaissez le contexte tunisien, par rapport à ce que lui il dit, et par rapport à cette effervescence que je vois tout à l'heure des auditeurs, il y a de quoi. C'est vraiment le challenge peut-être pour nous aujourd'hui, libérer notre esprit, notre cerveau, notre potentiel. Oui, je crois que vraiment, ce qui me frappe depuis 2 ans que je suis ici, et en regardant la Tunisie dans les yeux, en vivant au quotidien avec les Tunisiens, c'est que vous avez tracé une route qui est magnifique, pas depuis 3000 ans, mais juste depuis quelques années. Depuis quelques années, cette route, vous le voyez bien, ne serait-ce que en regardant la situation régionale, en regardant vos voisins algériens et libyens, elle est enviée, les peuples ont envie de s'exprimer partout dans le monde, au Soudan, partout, en France, en Europe, et vous pouvez maintenant exprimer vos passions, vos désirs, vos colères. Il y a des rendez-vous électoraux dont les dates sont fixées, ces élections se passeront bien, il y a un choix, il y a une pluralité de points de vue, pluralité politique, de partis. Donc vraiment, oui, libérez vos énergies, soyez fiers, soyons fiers de vous. Nous sommes, nous, fiers Européens de vous, et ça me frappe vraiment particulièrement chaque jour un peu plus, parce qu'évidemment il y a des difficultés comme il y en a partout, des difficultés économiques, et elles sont évidentes, mais vous avez vaincu le terrorisme, vous avez réussi en quelques années à peine à surmonter ce qui est vraiment extrêmement difficile pour plein de sociétés, ces attentats, le pays est sûr, les touristes viennent, les Tunisiens créent, et la jeunesse s'exprime, et entre autres elle va voter d'ailleurs, les jeunes qui vont pouvoir voter librement, s'exprimer, et donc tout ça, oui, libérez, soyez fiers de vous. En tout cas, nous, on est fiers de vous, et l'Union européenne et d'autres pays d'ailleurs apportent leur pierre à cet édifice, avec un respect absolu, évidemment, de la souveraineté. Faut-il le rappeler d'ailleurs, il faut le rappeler de temps en temps, parce que je vois que souvent, parfois, dans certains moments, la Tunisie doute de son indépendance, mais moi qui suis né après l'indépendance tunisienne, ce que j'aime dans ce pays, c'est qu'il est fier, il est souverain, il est indépendant, voilà. Et donc, n'ayez aucun doute là-dessus, et ne laissez pas les uns ou les autres entretenir le doute. Ce que nous sommes ici, nous les ambassadeurs de l'Union européenne et d'autres, c'est vraiment pour pouvoir appuyer ce pays dans sa marche, dans sa construction démocratique et dans son redressement économique dans les années à venir. Olivier Padavot, dans ce que vous avez dit, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Alors, un contexte régional, je reviens à votre commentaire, c'est pas une animation, hein, vous avez des collègues dans des pays dans lesquels vous venez de citer, mais j'aimerais bien avoir un petit peu comme ça, un petit commentaire de votre part sur ce qui se passe chez nos voisins. Et l'autre question, vous avez fait référence à notre indépendance, et il y a une petite phrase, j'ai entendu il y a quelques jours, sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Je vais laisser ça en deuxième partie. Alors, le contexte régional. Le contexte régional, il est ce que vous savez mieux quiconque, hein, d'abord parce que vous connaissez très bien vos voisins algériens, vos voisins libyens. L'Algérie d'abord, peut-être, qui est votre grand voisin en nombre de Maghrébins avec qui vous commercez, avec qui vous avez des échanges, je pense notamment au niveau du tourisme, c'est important. Le président Bouteflika a annoncé sa démission. C'est vraiment une page importante, hein, évidemment, de l'histoire de l'Algérie qui a été tournée. Ce peuple algérien a montré, vous l'avez vu, vous le voyez à la télévision, vous voyez de visu, a montré ces dernières semaines par une mobilisation vraiment continue, digne, très pacifique, qu'il était déterminé à faire entendre sa voix. Et puis nous sommes confiants, nous, mais vous aussi, je crois, dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique. Que dire de plus? Cet esprit de calme et de responsabilité force l'admiration. C'est plus compliqué, c'est un autre regard que celui que nous pouvons porter sur la situation libyenne, qui elle est plus critique. Et évidemment, en tant qu'ambassadeur de France en Tunisie, moi je suis sensible au risque d'une déstabilisation durable, prolongée de la Libye pourrait représenter pour les Tunisiens.
La situation économique tunisienne est difficile, elle est très liée aussi à la relation avec la Libye, on le sait, et l'accueil de nouveaux réfugiés, puisque c'est ça la question, entre autres, serait évidemment pour le pays une nouvelle épreuve. C'est pour ça que nous sommes engagés, le président Macron est engagé dans la résolution de ce conflit. Il avait organisé, vous vous souvenez, il y a plus de 2 ans, à la Celle Saint-Cloud, une première rencontre entre les 2 grands protagonistes, Sarraj et Hafter. Et donc aujourd'hui, il y a 3 engagements qu'il faut prendre. Aboutir à un cessez-le-feu le plus vite possible. Ça s'adresse aux 2 parties, à la fois au maréchal Hafter et au Premier ministre Sarraj. Et le Premier ministre et le président de la République s'est entretenu il y a quelques jours à peine avec les 2 parties en demandant ce cessez-le-feu immédiat. La reprise du dialogue, elle est d'autant plus nécessaire que ce dialogue s'était construit. Il y avait un accord entre les 2 parties à Abu Dhabi et cet accord devait permettre d'assurer la transition avant des élections. Cet accord a été rompu, on le voit, par des mouvements militaires. Il faut donc rétablir ce dialogue sur des bases de l'accord de Abu Dhabi et sous la responsabilité, c'est eux qui peuvent gérer cette crise des Nations Unies. Guterres était à Tripoli il y a quelques jours et sous la responsabilité de Rassam Salaleh qui est le représentant. Et puis il faut une perspective de règlement politique, c'est la seule chose. Le règlement militaire n'est pas envisageable. Et ce règlement politique, c'est préparer les élections. Et nous sommes certains, on l'avait remarqué d'ailleurs, que les Libyens ont envie de voter, ils sont inscrits massivement sur les listes électorales. Je suis certain que cette expression politique, même si elle paraît difficile, elle est le chemin et il faut espérer que d'ici la fin de l'année, ces élections se tiendront. J'ai envie de dire, parlant de la Tunisie, mais ce qu'on était en train de dire, c'est un contexte régional, mais qui est avec un impact direct sur ce qui se passe dans notre pays pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, je disais, il y avait une deuxième question et vous avez parlé, vous avez dit, personne n'a le droit de vous enlever ça, vous avez dit, ne laissez personne, vous avez parlé de cette indépendance, etc., bien évidemment. Récemment, il y a eu des propos, du secrétaire général de l'UGTT qui a parlé, excusez-moi, je vais y aller direct. Il a pas cité, il a pas nommé quelqu'un en particulier, mais il a parlé d'un ambassadeur qui était lors d'une soirée en état d'ébriété, qui a parlé du retour du colonialisme, de recoloniser la Tunisie, etc., etc. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça c'était juste un petit peu pour le clin d'œil. Mais au-delà même de cette déclaration, de ce qui a été dit aujourd'hui, même vous, parfois, on dit que vous bougez un petit peu partout. Écoutez, voilà, oui. J'ai pas envie de vous dire, est-ce que vous vous sentez visé par ça, parce que comme je disais, on n'a pas dit qui était cet ambassadeur, on ne sait même pas si c'est vrai. Non, est-ce qu'il y a ce risque? Est-ce qu'il y a ce risque aujourd'hui? Non, il y a vraiment, je crois qu'aujourd'hui, la relation entre les 2 pays est excellente. C'est pas un risque, je parle pas de colonisation, d'arriver avec une armée. Aujourd'hui, on parle de dépendance par rapport au FMI, etc. On parle D'abord, soyons clairs, et je pense que je parle au nom des Européens, d'ailleurs, plus généralement, on a, vis-à-vis de toutes les forces politiques et syndicales, le plus grand respect et la plus grande, comme en anglais on dit, arm's length, à bonne distance de bras, la bonne distance, pas de familiarité, le respect pour l'action notamment de l'UGTT et pour sa contribution au dialogue et au débat d'idées. Alors, s'agissant d'une déclaration comme celle que vous citez, écoutez, ça ne me concerne pas puisque je ne bois pas. Donc, évidemment, je ne suis pas en situation de pouvoir dire des choses de ce type qui sont évidemment des choses inimaginables et épouvantables et horribles et surtout absurdes. La Tunisie est indépendante depuis 1956. Une indépendance, ça prend du temps. C'est dans les faits, dans les textes, dans l'économie, puis dans les têtes. Donc je crois que c'est vraiment important. Et je l'ai dit, il n'y a rien de plus beau qu'un pays fier, souverain et indépendant. C'est ce que nous aimons en Tunisie. Et elle l'a montré, la Tunisie, depuis 1956, avec des figures immenses qui écrasent de leur poids. Je pense à Habib Bourguiba, toute idée que ce pays pourrait, d'une manière ou d'une autre, se laisser recoloniser. Mais l'expression peut-être... nous, on n'a aucun doute, mais c'est sûr. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit de toute façon le secrétaire général du GTT. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les interactions dans le monde font... Moi, je vais vous parler en tant que Français. En tant que Français, en l'occurrence, pour beaucoup de Français, l'Union européenne ou les États-Unis apparaissent comme des puissances difficiles à comprendre, parfois hostiles. Je peux imaginer que dans un contexte globalisé, mondial, avec une économie assez fragile, qui est celle de la Tunisie, aujourd'hui, peut-être certains puissent avoir le sentiment de dépendre. Mais vous ne dépendez pas, parce que justement, c'est vous qui construisez, et les faits sont là. Il y a un petit retour de croissance, mais
qu'importe au-delà de l'analyse économique, c'est vous qui êtes totalement maître de votre destin. Je prends le cas du FMI par exemple. Le FMI, bon, ils terminent leur 5e revue, ils repartent à Washington, ils ont des préconisations, le gouvernement discute, le gouvernement n'accorde pas au FMI quelques privilèges que ce soit. C'est une forme d'échange, d'expertise économique. Mais le gouvernement prend ses propres mesures. Tous les gouvernements ont pris leurs propres mesures en fonction de la situation du pays, la situation sociale, de ce qu'ils connaissent mieux que quiconque en termes de recevabilité par les personnes. Et la situation économique étant difficile, étant ce qu'elle est, évidemment, toute augmentation doit être extrêmement, je pense, de tarifs, par exemple de l'énergie, est extrêmement réfléchie. Donc, non, franchement, il y a autour de la Tunisie une extrême bonne volonté. Je pense à l'Union européenne qui évidemment met beaucoup de moyens. Je pense surtout à la France. La France est une balance commerciale déficitaire. C'est 140 000 personnes qui travaillent grâce à l'entreprise française ici en Tunisie. C'est 1 million de touristes qui viennent chaque année, français, qui apportent évidemment des devises. C'est pas du tout ni un regard politique au sens d'une envie, quelle qu'elle puisse être, de vouloir influencer la politique. Vous allez faire vos élections librement. Tout ça est d'une grande évidence. Et oui, la Tunisie, elle est totalement libre de ses choix. Et oui, nous admirons ce qui se passe ici et cette démocratie qui se met en place. 2 sujets d'actualité franco-tunisiens. Le sujet brûlant d'actualité, c'est cette arrestation de Belhassane Trabelsi en France. Où en est le dossier? Oui, c'est un sujet qui mérite certainement qu'on s'arrête un tout petit peu dessus, parce que je pense qu'il a été très commenté. Jean de Ben Ali, c'est évidemment une figure qui c'est pas n'importe qui, quoi. Donc et c'est très symbolique. Peut-être d'ailleurs vous dire que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vient en début de semaine ça a lien? Non, ça n'a pas de lien, parce que il devait se voir, les 2 ministres, puisqu'on va mettre en place le premier groupe pénal bilatéral franco-tunisien avec Karim Jamoussi. Et donc cette rencontre est importante parce que il faut rappeler que tout simplement la relation entre la France et la Tunisie, c'est beaucoup de personnes, et 800 000 Tunisiens qui vivent en France. Il y a évidemment beaucoup de situations, et puis il y a cette lutte commune contre le terrorisme et de nombreux sujets, notamment la lutte contre la corruption, qui font partie de ces échanges. Et ce groupe pénal va pouvoir travailler, je le pense, et c'est le but en tout cas de leur rencontre, rapidement à traiter un certain nombre de dossiers. Alors le sujet dont vous parlez, qui est un sujet dont on a parlé, je pense, ici beaucoup en Tunisie, mais est un sujet qui mérite un tout petit peu de technicité. Trabelsi a été interpellé en mars, 12 mars 2019. Il a été mis en examen par nous, les Français, des chefs de faux, usage de faux, recel et séjours irréguliers et blanchiment aggravé, et placé en détention. Puis il a été mis en examen dans le cadre d'un dossier français qui a vocation à être jugé en France, puisqu'il a été arrêté avec, semble-t-il, en tout cas c'est le chef d'accusation, des faux papiers. Et ce dossier est traité par la France. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 mars par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre du dossier français, donc l'accusation de faux papiers et de blanchiment aggravé. Et donc il a eu un certain nombre d'obligations, un dépôt d'une caution de 100 000 euros préalable à sa libération, puis l'obligation d'aller pointer toutes les semaines dans un service de police. Alors évidemment tout le monde a dit, mais il va partir, il va s'échapper. La justice est plus exigeante et plus complexe, et le travail franco-tunisien, je crois, a été exemplaire, et une demande d'arrestation tunisienne a été placée, a été envoyée par le canal Interpol. Et ça existe depuis plusieurs années, puisqu'il y a de nombreux chefs d'accusation contre Belhassane Trabelsi. Et donc, nous avons placé sous écrou extraditionnel, avant la demande d'exécution de sa remise en liberté, Belhassane Trabelsi. C'est dans ce cadre-là que la Cour, c'est un peu complexe, pardon d'appel, la Cour d'appel d'Aix a rejeté cette demande de mise en liberté qu'a fait Belhassane Trabelsi le 10 avril. Et aujourd'hui, le dossier d'extradition tunisien est en cours d'acheminement. Il est en train de parvenir, s'il n'est pas à cette heure-ci, mais c'est une affaire de quelques heures aux autorités judiciaires françaises, via les ministères des Affaires étrangères. Ça prendra du temps,
mais la justice sera souveraine, peut-être plusieurs mois, parce que il faudra juger Belhacem Trabelsi dans le cadre de l'affaire qui lui est reproché en France, hein, donc l'usage de faux papiers et de blanchiment d'argent. Mais il est évident que, je pense, pour les Tunisiens, la question de l'extradition est très importante et nous veillerons évidemment à ce que toutes les procédures soient respectées, de telle manière à ce que si les juges en décident ainsi, mais les motifs, je crois, d'accusation sont nombreux, très nombreux, contre lui ici en Tunisie, pour qu'il puisse, dans quelques mois, au terme de la procédure française, venir s'expliquer devant les juges tunisiens de ce dont il est accusé. Et donc c'est une affaire qui est menée très sérieusement parce que les droits humains, parce que les droits de la défense, mais qui est suivie tant à Paris qu'à Tunis. Et je pense que la visite de la ministre de la Justice sera à cette occasion-là l'occasion pour les deux ministres de rappeler que ce dossier est évidemment important. Pourquoi il est important? Parce que c'est la lutte contre la corruption. Parce que Belhacem Trabelsi, ça n'est que, je crois, qu'un des éléments, mais majeurs, semble-t-il, du système du régime précédent, et que puisque c'est le souhait, et on le comprend et on le partage, de la partie tunisienne, de faire justice, nous devons être aussi à vos côtés, dès lors que c'est votre demande, pour que celles et ceux qui ont commis des crimes, qui ont corrompu, puissent être jugés en Tunisie, dans leur pays. Voilà. Et je pense que cette affaire est assez symbolique d'une relation très étroite entre les administrations, dans le plus grand respect de la justice en même temps. Plusieurs auditeurs sont en train de réagir. Nous n'allons pas vraiment avoir le temps de vraiment interagir avec eux aujourd'hui. Certains sont très contents, pour reprendre ces Taïb qui parlent de vos éloges pour le pays. Certains sont un petit peu plus sceptiques. Donc bien évidemment ils disent que vous faites pas ça pour nos beaux yeux. Vos yeux sont beaux, mais ceux de la France aussi. Je fais ça parce que de toute façon. Justement, j'allais terminer. J'allais vous laisser vraiment 45 secondes. Bon, que dites-vous? Je pense que on peut faire de la diplomatie comme on le sent. On peut le faire avec son cœur. Et que la diplomatie, ça n'est pas du calcul. C'est des peuples, c'est des nations, c'est des individus. Et que entre la France et la Tunisie, plus qu'entre tout autre pays, cette relation, elle est extrêmement sensible. Elle est construite sur l'histoire, elle est construite sur la langue, elle est construite sur le projet surtout, sur la jeunesse. Et c'est ça qui compte. Parler du passé, parler du protectorat, bien sûr, aucun problème. Je suis un intellectuel de gauche, historien et philosophe. Donc c'est des sujets qui me passionnent. Mes parents étaient des militants pour l'indépendance des pays, donc j'étais nourri là-dedans. Et donc évidemment, mais surtout parler, et ça c'est ma mission, parler de l'avenir, savoir comment les uns et les autres on peut donner de l'avenir à nos sociétés, des deux côtés des deux rives, et comment on peut créer ces liens, comment on peut permettre aux Tunisiens de se construire avec nous, comment nous on peut se construire avec vous, dans les 1000 sujets, les sujets les plus beaux, les plus culturels, les plus économiques, les plus sociétaux, les plus religieux. La question de l'islam de France est passionnante aussi. Il y a cette relation qui, je crois que le couple franco-tunisien, il est exactement à l'échelle des deux rives de la Méditerranée, ce que le couple franco-allemand est à l'Europe. Il est essentiel, il est pivot d'une construction moderne, décomplexée et dans le fond extrêmement optimiste de nos sociétés. Merci beaucoup, Excellence. Donc, je rappelle la visite de ministre de la Justice et garde des Sceaux, donc de France. Absolument, lundi et mardi. Après, on va essayer d'avoir un entretien avec elle. Je avec dis ça plaisir, en direct, comme ça. Avec plaisir. Merci, Excellence, d'être passé ce matin. Vous, Olivier Padavoir. Merci à tous nos auditeurs qui ont essayé de réagir. Vous étiez très nombreux, très nombreux à suivre cette interview. فاصل راجعين بعد شوية تونسي من كفاءتنا التونسية بالخارج. طيب جوليق كرموا البارح في اللي ترافل دور en partenariat avec Express FM. كل معنا من بعد شوية نحكيو مع لوتيلري دولوكس.